Étudiants, chers invités et chers le représentant de la Commission nationale des enseignements à distance, bonjour. Donc, je tiens à signaler que la séance d'aujourd'hui rentre dans le cadre de l'ouverture officielle de l'enseignement en ligne au sein de l'Université de Bijaya et plus particulièrement au sein de la faculté SMV. Le cours modèle qui a été proposé était le cours d'entrepreneuriat, qui est programmé comme module transversal, comme vous le savez, pour les étudiants de L3 génétique et L3 toxicologie. Toujours la question m'a été posée par rapport au fait que Mme Kadji a fait la transition entre la biostatistique et l'entrepreneuriat. Je tiens à vous dire que dans le cadre d'un projet international de collaboration entre l'Université de Bijaya et le Bureau international du travail, j'étais un point focal de la faculté SMV et à partir d'un apprentissage qui a commencé depuis 2017, j'étais certifiée comme facilitatrice nationale dans la compréhension d'entreprise. C'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui chargée de cours d'entrepreneuriat. Et également, la question que vous pouvez poser, c'est par rapport au fait que l'entrepreneuriat est programmé dans la discipline de la biologie. La question m'est venue déjà à l'esprit lorsque j'avais commencé cet apprentissage. Il faut dire que l'entrepreneuriat, lorsqu'on rentre dans ses fondements de base et dans son apprentissage réel en relation avec l'approche qu'elle partage, donc on trouve qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont d'un impact positif sur l'individu lorsqu'il va découvrir la technicité en termes de la création d'entreprise qui va permettre à l'individu de se forger par rapport à son indépendance, mais également aux valeurs qui sont précieuses qu'elle partage et qui sont bénéfiques sur le plan personnel, professionnel et voire même social. C'est pour ça l'intérêt de l'entrepreneuriat est primordial et c'est pour ça justement la tutelle a eu toute cette stratégie d'intégrer d'une manière très efficace l'entrepreneuriat dans le parcours des étudiants. Alors, avant de commencer justement et de s'imprégner dans les bases élémentaires et les concepts fondamentaux de l'entrepreneuriat, chose que je dis toujours à l'étudiant, il faut avoir un apprentissage correct, commencer sur des bonnes bases. J'ai eu l'occasion de faire un petit diagnostic de connaissances, une expérience réelle avec les étudiants depuis 2018 et j'ai eu quelques données que je vais vous partager et qui sont en relation avec 3 aspects fondamentaux à connaître avant d'entamer cet apprentissage. Alors le premier diagnostic, pour éviter justement certaines croyances populaires et certaines confusions, ça concerne la prononciation de l'entrepreneuriat. Donc, quelle est la terminologie exacte? Si vous avez remarqué que l'intitulé que j'avais écrit au départ est entrepreneuriat, est-ce qu'il est correct ou pas? Donc, on commence toujours notre apprentissage justement dans le programme Comprendre l'entreprise via une démarche participative. C'est pour ça qu'on a toujours des ateliers de travail avec les étudiants et on les associe en tant qu'apprenants à participer activement pour qu'ils puissent s'imprégner réellement dans cette démarche pédagogique. Alors, je commence par un premier test. Peut-être j'appelle 2-3 étudiants à intervenir pour me dire quel est le terme adéquat. Bien sûr, les étudiants qui n'ont pas reçu de formation dans ce sens, c'est-à-dire ils démarrent à zéro dans l'entrepreneuriat. Alors, je demande 2-3 étudiants de toxicologie ou bien génétique, s'ils sont présents, de me dire quelle est la prononciation juste du terme entrepreneuriat. Allez-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra participer très rapidement? S'il vous plaît. Bon, je retiens un nom de Teridat, je ne sais pas ce qu'elle est là. Teridat, Yarayan et Yasaidani. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je ne sais pas ce que vous êtes ici. Allez-y. Une participation, c'est un cours pédagogique, hein, ce n'est pas une conférence. Donc, vous êtes appelés quand même à participer activement pour qu'on puisse faire passer le message d'une manière correcte. Quelle est la prononciation exacte du terme entrepreneuriat? Ah, cher étudiant. Sinon, je prends le chef de département, M. Zaidi. Merci, Madame Kadji, pour votre cours qui est très intéressant. Alors, pour ma part, quand on nous parle d'entrepreneuriat, le mot qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est bien sûr une entreprise. C'est-à-dire créer une entreprise pour satisfaire un public, commercialiser un produit, offrir la possibilité de... Donc,
Alors, par rapport donc à l'intervention de M. Zaidi, est en train d'exprimer les notions qui sont liées à l'entrepreneuriat. Mais la question, c'est que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, quelle est la prononciation exacte? Donc c'est ça la question. Allez-y très rapidement sans prendre le micro. Comment on prononce l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est juste ma prononciation? Entrepreneuriat. Comment on la prononce? Est-ce que vous savez cette notion déjà auparavant? Très bien. Donc, il y a une question qui se pose justement par rapport à cet aspect. Lorsqu'on écoute les différentes conférences dans l'oral, on écoute toujours entrepreneuriat, n'est-ce pas? Donc, on écoute entrepreneuriat, mais ça, le problème est que dans la prononciation, c'est vrai qu'on met l'entrepreneuriat sur un modèle qui suit le terme, par exemple, partenariat. D'accord? Donc, alors que à l'origine, lorsqu'on met un mot ou bien une terminologie donnée, nous sommes obligés de savoir sa dérivée. Lorsqu'on cherche dans la langue française, donc c'est des données qui ont été communiquées par l'organisation québécoise de la langue française, lorsqu'on cherche la dérivée du mot, par exemple du partenariat, on trouve partenaire, secrétariat, secrétaire, notariat, notaire. Très bien. Pour l'entrepreneuriat, donc on va retrouver un terme de entrepreneur. Et si vous faites un test très rapidement sur une encyclopédie française, vous n'allez pas retrouver ce terme. C'est pour ça qu'il est faux d'un usage écrit. D'accord? Donc, il est primordial pour un étudiant, bien un apprenant qui suit un apprentissage dans l'entrepreneuriat, de savoir que la prononciation entrepreneuriat, c'est un usage oral facile pour faire une bonne communication, faire passer un message, mais réellement pour un écrit officiel ou bien pour une recherche universitaire, que ce soit pédagogique ou bien scientifique, c'est un terme qui est déconseillé d'utilisation par l'OQBLF. D'accord? Donc, j'ai fait exprès au départ de commencer mon cours en écrivant cette erreur, donc entrepreneuriat. Donc, réellement, c'est entrepreneuriat par rapport à entrepreneur. D'accord? Donc, l'entrepreneuriat, c'est l'une des variantes qui sont fausses pour utilisation écrite. Il y a d'autres variantes également qu'on reconnaît, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, lorsqu'on voit le OR, on fait directement allusion donc, à l'ancienne formation savante qui vient du grec. Lorsqu'on prend par exemple le terme doctorat, sa dérivée c'est doctor et docteur en français. D'accord? Donc, lorsqu'on prononce également tutorat, c'est tuteur et tutor. Donc, il trouve sa place dans la formation savante qui est très ancienne. Par contre, lorsqu'on cherche dans les écrits anciens, nous ne retrouvons pas entrepreneur. Donc, c'est une variante également qui est déconseillée par l'organisation québécoise de la langue française. Également, il y a un autre terme qui est utilisé comme variante pour l'entrepreneuriat, c'est entrepreneurship, qui est un emprunt à l'anglais, donc il est déconseillé également d'utilisation française par plusieurs références et plusieurs ouvrages. Donc là, on a découvert déjà 3 variantes qui sont fausses d'utilisation officielle par la communauté universitaire. Le seul usage qui est privilégié dans la langue, c'est entrepreneuriat, qui prend son origine du terme entrepreneur. Et l'entrepreneur, c'est la personne qui porte le projet. Ça, il dérive du verbe entreprendre. D'accord? Donc, chose qu'il faut justement corriger ici pour ceux qui font l'allusion ou bien qui font la confusion entre les terminologies dans l'entrepreneuriat. Il faut garder en tête en tant qu'étudiant universitaire que le terme le plus correct, c'est entrepreneuriat, qui vient de l'entrepreneur et qui prend son origine du verbe entreprendre. Les autres variantes, on les utilise sur le plan oral, mais c'est à apprendre avec beaucoup de précautions et d'avoir une prise de conscience par rapport à leur utilisation pour celui qui va se démarrer dans l'approche entrepreneuriale prochainement. Alors, le deuxième diagnostic que j'aimerais bien faire, c'est la réponse à laquelle il vient de répondre Monsieur Zaidi tout à l'heure. C'est par rapport à l'origine du mot entrepreneuriat. C'est un test également, c'est un atelier de travail qu'on a l'habitude toujours d'aborder avec l'étudiant. Il prend 1 minute. On demande à l'étudiant, bien à l'apprenant, quelles sont les notions fondamentales ou bien les notions générales qui lui viennent à l'esprit lorsqu'il entend entrepreneuriat. Il vient de résumer et de faire preuve justement, M. Zaidi tout à l'heure, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, on pense directement à entreprise. D'ailleurs, c'est le premier terme. J'ai une requête réelle qui remonte, bien sûr, j'ai mis statistiques à l'intérieur, donc c'est par honneur à la biostatistique. J'ai essayé de faire un test depuis le départ déjà de ma formation en 2018 par rapport à cet aspect.
J'ai récolté les données suivantes. Donc, il y a 3 catégories de réponses qui sont toujours données par les apprenants, donc qui peuvent être des étudiants. La première catégorie de réponses, lorsqu'un étudiant, bien un apprenant, entend parler de l'entrepreneuriat, il pense directement par défaut à l'entreprise, à l'entrepreneur et au business. Et si vous remarquez, vous partagez cet avis avec moi, et qu'une petite analyse du concept, on se retrouve dans les sciences économiques. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, l'individu se plonge directement dans les sciences économiques en première catégorie. La deuxième requête qui se place dans la deuxième catégorie des réponses, c'est des étudiants, bien des individus, des apprenants qui ont répondu par produit, service. Et d'ailleurs, c'était les réponses, M. Zaidi, il n'a pas vu le cours, n'est-ce pas, M. Zaidi? Donc, je suis en train de faire vraiment une démonstration réelle. Et encore, on parle des transactions de vente et d'achat et on parle du commerce et économie. Cette catégorie de réponse également, si on l'analyse, on la retrouve qu'elle est hébergée dans les sciences économiques. Et la troisième catégorie de réponse était en relation avec le monde des affaires, la richesse et l'argent, l'emploi, tout ce qui est emploi et employé et employeur, et également la croissance et le développement économique. Et là, vous voyez très bien que nous sommes dans la totalité des réponses qui sont données dans le domaine d'économie. Est-ce ça est juste? À un degré, donc à un certain degré, la réponse, elle est juste, c'est une croyance très populaire qui attribue l'entrepreneuriat à une seule origine qui est les sciences économiques. Mais en tant qu'universitaire également, nous sommes obligés de savoir lorsqu'on démarre un apprentissage pareil, que les économistes ne sont pas les seuls qui ont participé dans la genèse ou bien l'évolution du concept entrepreneurial. Donc, ils sont les pionniers, certes, mais il y a une deuxième catégorie qui a beaucoup participé et qui a donné beaucoup dans le concept entrepreneurial. C'est une catégorie qui s'appelle les behavioristes. Elle rassemble les psychologues, les sociologues, les psychanalystes, les humanistes. Donc, c'est des spécialités qui traitent un peu le comportement humain et qui se sont consacrées depuis longtemps à étudier justement ce concept entrepreneurial. Donc, en tant qu'universitaire, la conclusion de ce concept, c'est quoi? C'est de corriger justement cette croyance et de dire qu'il n'y a pas que l'économie qui est à l'origine de l'évolution de l'entrepreneuriat. Par contre, il y a une deuxième catégorie de scientifiques qui ont participé activement à l'évolution de ce concept. Ça, c'est le deuxième aspect et une deuxième connaissance à acquérir aujourd'hui. Le deuxième aspect également, c'est un test qu'on fait, c'est un atelier qu'on fait pour les apprenants qui prend 30 minutes. C'est par rapport à la définition du terme entrepreneuriat. Lorsqu'on est appelé à faire une recherche bibliographique par rapport à la définition de l'entrepreneuriat, nous sommes dans l'obligation de partir en tant qu'universitaire directement à la plateforme la plus, peut-être l'une des plateformes les plus performantes, Google Scholar, et de chercher l'information. Il suffit de mettre définition de l'entrepreneuriat et vous allez remarquer qu'il y a une panoplie de définitions qui sont assignées à ce concept. Et les gens qui s'ouvrent dans le domaine entrepreneurial se diront qu'il s'agit d'une confusion, d'une divergence, d'une difficulté, d'une complexité par rapport à la définition du terme entrepreneuriat. Mais tout en réfléchissant sur l'origine justement que je viens d'aborder tout à l'heure, lorsqu'il y a plusieurs spécialités qui interviennent dans la définition d'un concept, tout à l'heure j'ai utilisé une requête statistique, c'est par honneur aux statistiques, j'ai utilisé l'ADN comme première page de bienvenue parce que c'est par honneur à la biologie. La même chose, lorsqu'on définit un concept, chaque spécialiste essaye de se rendre dans les prémices de sa spécialité pour qu'il définisse le concept. Finalement, lorsqu'on voit sous cet angle, on ne va pas parler d'une confusion qui a été signalée par certains chercheurs, on parle plutôt d'une richesse, d'une diversité par rapport à la définition, voire même une complémentarité. C'est pour ça, lorsqu'on prend un exemple de ce type, on prend la question suivante et on la pose à un économiste et à un autre qui est behavioriste. On va lui donner, on va lui dire de définir très rapidement c'est quoi l'entrepreneuriat. L'économiste, il va répondre par exemple par l'innovation. L'entrepreneuriat, c'est l'innovation. La même question sera posée pour le behavioriste. Il va vous dire que l'entrepreneuriat, réellement, c'est les caractéristiques créatives et intuitives de l'entrepreneur.
Donc, on reste un peu devant une petite analyse de ces deux réponses. Et vous allez voir et vous constatez très rapidement qu'il s'agit réellement d'une complémentarité. Il n'y a pas de complexité, il n'y a pas de difficulté dans la définition du terme entrepreneuriat. Il s'agit d'une complémentarité entre les définitions. Parler de l'innovation ou bien de la création, il s'agit d'une fonction, bien d'une action. Donc, on mène une action. C'est qui l'amène? C'est le novateur, c'est l'entrepreneur. Donc, c'est ça qui est le sujet d'étude du behavioriste. Le behavioriste est en train d'étudier l'entrepreneur, ses caractéristiques personnelles et individuelles. L'économiste est en train d'étudier l'action qui a été menée par cette personne qui a intéressé le behavioriste. Donc, finalement, il n'y a pas de complexité. C'est un apprentissage très important en entrepreneuriat pour s'imprégner d'une manière très correcte. Donc, il faut démarrer avec des bases qui sont correctes. Donc, pour récapituler un peu cette première intervention en relation avec, c'est un récap, il faut savoir en tant qu'étudiant universitaire que lorsqu'on étudie des terminologies, on doit savoir leurs dérivés. Est-ce qu'elles sont justes ou pas? Où est le terme d'origine? Où sont les variantes qui peuvent faciliter la communication? Je ne dis pas aujourd'hui que c'est pas correct de dire entrepreneuriat, puisque c'est un usage très facile, mais il est plus correct d'utiliser un terme qui est correct dans la langue française lorsqu'il s'agit des écrits, lorsqu'il s'agit des conférences données officiellement donc à l'université. Également, le deuxième diagnostic qui nous apprend l'origine de l'entrepreneuriat, lorsqu'on est universitaire, on est interpellé sur la question de l'origine de l'entrepreneuriat. On ne doit pas faire référence seulement à l'économie. Je viens de vous évoquer tout à l'heure une deuxième catégorie qui est très connue dans l'histoire de l'évolution de l'entrepreneuriat, qui sont les behavioristes. Troisième des choses à retenir, c'est par rapport à la définition. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de complexité, il n'y a pas de divergence dans la définition de l'entrepreneuriat. Il s'agit d'une richesse, d'une diversité, d'une complémentarité entre les deux et les diverses disciplines qui ont étudié cet aspect. Alors ainsi, je finis cette première partie introductive et je commence, et maintenant qu'il commence le cours réellement. Hein. Donc on commence par un premier chapitre qui est dédié à une introduction à l'entrepreneuriat dans sa première édition. Dans cette édition, donc, je m'intéresse à l'origine de l'entrepreneuriat, c'est l'origine historique, d'où elles viennent, pour comprendre justement, puisqu'il s'agit de diverses spécialités, on va comprendre dans la deuxième partie de ce chapitre, qui est les écoles de la pensée entrepreneuriale. Du moment qu'il y a plusieurs spécialités, alors on va assister à la genèse et la mise en place de plusieurs écoles de la pensée entrepreneuriale. D'accord? Donc, celles peut-être qui s'inspirent des sciences économiques et des écoles qui s'inspirent du raisonnement et des aspects qui ont été défendus par les behavioristes. Donc, ça, c'est le deuxième point de ce chapitre. Le troisième qu'on va aborder aujourd'hui, c'est, je vais revenir à la définition de l'entrepreneuriat. On va se mettre en plein écran. Donc, la définition de l'entrepreneuriat, on va le voir sur le plan linguistique, sur le plan management, sur le plan gestion et sur le plan des sciences de gestion. Et à la fin, je vais faire un petit récap par rapport un peu à la définition exacte de ce concept. Risque en plein écran. C'est les fautes du direct. Alors, lorsque je vais un peu témoigner de mon expérience personnelle, lorsque j'ai intégré le projet clé qui est comprendre l'entreprise, je me suis dite, moi et les enseignants qui étaient avec moi, c'est des enseignants de différentes disciplines, on avait dit que l'entrepreneuriat, waouh, c'est quelque chose de moderne, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est en relation avec le développement technologique et l'avènement actuel que le monde est en train de vivre. Mais finalement, lorsqu'on revient avec une grande réflexion et une recherche bibliographique, scientifique, on va découvrir que l'entrepreneuriat, c'est un concept qui est remonté au XVe siècle. Sauf qu'il a pris forme dans les premiers écrits des théoriciens économiques. Les premiers écrits étaient ceux d'un économiste très connu dans l'histoire de l'entrepreneuriat,
qui est Cantillon. Donc il est Cantillon en anglais, Cantillon en français. Donc c'est le premier qui a été considéré à avoir apparaître le concept d'entrepreneuriat d'une manière claire. Donc cette personnage historique, elle est considérée parmi les personnes qui ont marqué la transition de la période mercantilisme et la période de l'économie classique. Il est connu par son ouvrage qui a été publié après sa mort, ça a été en 1755. D'ailleurs, il est téléchargeable sur Google Book pour ceux qui veulent le lire. Donc, c'est les essais sur la nature du commerce en général. Donc, c'est là où il a expliqué les concepts entrepreneuriaux d'une manière claire, sachant que c'est une personne qui a travaillé comme comptable et banquier et il a acquis beaucoup de connaissances dans la négociation, dans la connaissance des capitaux de risque, également dans la rentabilité des investissements. Après Cantillon, donc qui avait caractérisé la fin le début du XVIIIe siècle, il y a eu une autre personne, économiste de formation, journaliste, qui est française, donc c'est Say, qui est connue par la loi de Say, qui a succédé Cantillon dans son travail et s'est intéressé beaucoup à l'entrepreneuriat et l'entrepreneur. Il est qualifié d'un organisateur et encore d'un moteur de la pensée économique. Donc c'est une personne également qui s'est beaucoup investie dans le concept entrepreneurial. Et il a marqué la fin du 18e, début 19e siècle. Donc vous remarquez qu'il y a eu une évolution par rapport à l'histoire du concept entrepreneurial. Et juste après ça, le monde d'entrepreneuriat marque une troisième personne pionnière du concept entrepreneurial qui avait marqué la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Et il s'agit donc de Schumpeter, donc Joseph Schumpeter, qui est d'origine autrichienne et naturalisé américain. C'est un professeur des sciences politiques, mais économiste de formation, et qui est connu par ses études dans les fluctuations économiques, dans la destruction créatrice et encore dans l'innovation. Il a marqué un grand point sur l'innovation. Il était le premier à signaler Cantillon comme premier à avoir considéré l'entrepreneuriat d'une manière très claire dans ses ouvrages. Il est connu par son œuvre, donc qui est qui est intitulé l'histoire de l'analyse économique, donc qui est considéré comme un livre sur la socio-histoire de la pensée économique. C'est vraiment un livre qui est très intéressant, qui a été publié également après sa mort. Ça a été en 1955. L'auteur est décédé en 1950. Donc vous voyez, après 5 ans de sa mort, que son livre a été publié. Il est très riche en informations qui sont en relation avec l'origine historique un peu du concept entrepreneuriat. Donc ces 3 auteurs ont marqué un peu l'empreinte des économistes. Du côté des behavioristes, il y a cet Allemand qui a pour la première fois relaté un peu et avoir mis l'accent sur les valeurs personnelles et individuelles des entrepreneurs, ceux qui mènent le projet. Donc il s'appelle Max Weber, donc qui avait marqué également la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Si vous analysez un peu les dates d'apparition de leur ouvrage, même par rapport à Max Weber, qui avait publié et travaillé beaucoup sur l'esprit l'éthique des personnes, vous voyez qu'il a travaillé en parallèle avec Schumpeter. Donc finalement, là, on démontre que l'origine de l'entrepreneuriat finalement ne remontait pas qu'à la seule science qui est l'économie, mais également aux sciences sociales et la psychologie et d'autres disciplines également que vous allez découvrir certainement tout au long de ce semestre. Et juste après, donc plus tard, nous remarquons une autre personnalité américaine qui est un psychologue, sociologue de formation, qui avait marqué presque toute la période du XXe siècle, puisqu'il est décédé en 1998 et il a publié beaucoup d'articles, beaucoup de livres, mais qui traitent cette fois-ci également les caractéristiques qui sont liées à l'entrepreneur. C'est qui l'entrepreneur? Qu'est-ce qu'il a comme caractéristiques personnelles, donc du côté social, du côté psychologie? Donc c'est McClelland, David McClelland, donc qui a beaucoup travaillé dans la théorie. Il a une théorie qui est très connue et qui dit que c'est le besoin qui crée la motivation.
C'est-à-dire, lorsque l'être il est dans le besoin, c'est ça qui crée en lui une motivation pour y aller vers la création, et non pas le contraire. C'est-à-dire, vous allez remarquer dans la deuxième partie qu'il y a une école qui part du contraire en quelque sorte. Donc, selon Maquillan, il dit que lorsque l'être il est vraiment dans des problématiques réelles, c'est là où l'esprit de la motivation pour y aller vers la création naît en quelque sorte. Donc ça, c'est du côté historique. Donc je vais vous faire également un petit récap. Qu'est-ce qu'il faut retenir, chers étudiants, et que dans l'histoire dans la conception claire du concept entrepreneurial, j'ai essayé de sélectionner quelques-uns parce que c'est pas une séance d'histoire que je suis en train de faire. Donc c'est une initiation à l'apprentissage seulement. Donc j'ai pris les 3 fondateurs ou bien les 3 pionniers du concept entrepreneurial qui sont économistes de formation, et j'ai pris 2 autres qui sont des behavioristes également, qui ont travaillé en parallèle afin de définir un peu les caractéristiques qui sont liées à l'entrepreneur. Ça, du côté d'origine historique. Et vous allez voir que cette origine, elle est très importante pour comprendre justement la deuxième partie qui est consacrée pour les écoles de la pensée entrepreneuriale. Il faut savoir que suite justement à la lumière de toute cette diversité de disciplines, il y a eu la mise en place de plusieurs écoles. Donc j'ai essayé de sélectionner, de répertorier les 6 les plus documentés. La première, c'est l'école des grands hommes. L'école des grands hommes croit à une théorie qui dit quoi? Donc elle dit que l'entrepreneur est une personne exceptionnelle. Donc une personne exceptionnelle qui est intuitive et d'instinct inné. C'est-à-dire pour eux, l'entrepreneur est né entrepreneur. Il émerge en dépit d'un environnement ou bien d'une culture non propice au développement de l'esprit de l'entreprise. Donc vous voyez, pour eux, ils jugent que l'entrepreneur inné a besoin seulement de certaines qualités de leadership pour qu'il puisse mettre en place sa vision d'une manière claire et de répondre aux besoins de la société. Elle vient une deuxième école qui s'inspire un peu des idées des behavioristes, c'est l'école des caractéristiques psychologiques. Ici, vous remarquez qu'elle fait un peu référence à tout ce qui est caractéristiques personnelles, à la valeur individuelle de la personne, et qui s'inspire certainement des pensées de Maquillan et de Max Weber, donc qui ont beaucoup étudié cet aspect donc psychologique qui est lié au meneur de projet. Et également, nous notons une autre école, c'est l'école classique qui s'inspire des idées des économistes, donc qui voit à elle l'entrepreneuriat comme un domaine de création et d'innovation et de la prise de risque pour mettre en place toute une organisation commerciale. Donc vous voyez, c'est vraiment dans le fondement de l'économie qu'elle vient la pensée de l'école classique. Et juste après, on note également une autre école de leadership. L'école de leadership de la pensée entrepreneuriale voit que le moteur réel de l'entrepreneuriat, c'est cette personne-là qui s'appelle leader et qui est là pour assurer la direction, l'orientation et la motivation du personnel. Et elle vient une autre école qui combine un peu l'école classique et l'école de leadership, c'est l'école de management. L'école de management, on retrouve les 2 pôles. Donc un pôle qui juge que la création doit dépendre d'une réelle innovation, d'un réel mécanisme donc de gestion, de planification, mais de l'autre côté, pour qu'on puisse mettre en œuvre tout ça, il nous faut une personnalité qui est un entrepreneur leader qui peut y aller jusqu'à motiver donc les gens et le suivre dans toutes les actions qu'il mène dans l'entreprise. Donc on voit très bien que cette école de management, elle rassemble un peu les 2 pensées précédentes. Et enfin, j'ai sélectionné l'école de l'intrapreneurship. C'est une école qui voit de l'entrepreneuriat comme une entité indépendante qui a besoin de développer des nouveaux marchés, des nouveaux produits, et vous voyez que l'idée un peu de cette école, elle est hébergée dans le sens de la croissance financière, du développement du budget, de la structure ou bien de l'organisation commerciale. Donc à travers les 6 écoles que je viens
de noter maintenant, vous voyez qu'il y a un mélange déjà des aspects qui sont liés à l'économie et des aspects qui sont liés donc à la catégorie des behavioristes. C'est pour ça que j'avais commencé justement l'intervention dans cette séance de cours pour corriger certaines croyances afin d'avoir donc un réel savoir qui est correct et qui a un fondement dans toutes les recherches scientifiques. Donc vous pouvez vérifier toutes ces informations. Arrivons à la fin, pour définir justement et cerner la définition de l'entrepreneuriat, nous sommes obligés de faire honneur à tout un plan qui a été évoqué dans la bibliographie. Si on part sur le plan linguistique, on trouve que l'entrepreneuriat est défini comme une fonction, tout simplement. Donc il s'agit d'une fonction d'un individu ou bien une fonction d'un groupe de personnes qui est là tout simplement pour la création d'entreprises. Donc l'entrepreneuriat, c'est selon cette théorie, il s'agit d'une activité et d'un job. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas démentir, certainement. Donc là, l'entrepreneur, lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat, nous sommes obligés d'exercer quelque chose. Cet exercice va amener à une activité. Donc on ne peut pas dire que cette définition est fausse. Toujours sur le plan linguistique, on associe également à la fonction la capacité. Donc est-ce que l'individu qui met le projet a la capacité de créer une richesse tout en combinant la main-d'œuvre? Déjà, la main-d'œuvre, c'est une richesse en économie. Lorsqu'on crée de l'emploi et on essaie de multiplier le nombre de main-d'œuvre dans la structure d'entreprise, nous sommes en train de créer la richesse. Mais est-ce que l'entrepreneur qui mène cette fonction de départ a la capacité justement de multiplier, de combiner la main-d'œuvre au matériel utilisé dans la structure commerciale? Ça, sur le plan linguistique. Sur le plan d'entreprise, l'entrepreneuriat est décrit comme une action. C'est quoi l'action? C'est le pouvoir de prendre de la résolution pour faire une activité et à la commencer, la mettre en œuvre, à exécution et avec un grand engagement. C'est ça l'entrepreneuriat dans l'entreprise. Donc vous voyez finalement il y a une complémentarité entre la fonction, la capacité et l'action elle-même qui doit être nourrie et alimentée par un engagement. Arrivons au management. Dans le management, on définit l'entrepreneuriat comme toute une formation. Ce qu'on fait actuellement, la formation, c'est qui la guide, c'est toute une université, c'est toute une organisation, c'est toute une école d'où s'inspire justement notre tutelle pour qu'on puisse avoir un apprentissage réel pour préparer l'acteur de demain qui va avoir une valeur dans la société. C'est celui-là qui va participer justement dans l'aspect technique si on part vers la création d'entreprise et sa gestion. Donc enfin, lorsqu'on cherche dans les sciences de gestion, l'entrepreneuriat, lorsqu'elle rassemble toutes ces approches que je viens de noter tout à l'heure, donc elle rassemble réellement des choses qui sont en liaison avec l'État, donc avec la situation de ceux ou bien de celles qui est en train de mener cette action d'entrepreneuriat. Et bien sûr, elle rassemble 3 éléments qui sont indispensables. Le premier élément, c'est l'esprit d'entreprise, c'est tout un sujet d'un chapitre que vous allez découvrir au cours de ce semestre. Également, la création d'entreprise comme élément important dans l'entrepreneuriat. Et la troisième, c'est l'idée qu'elle défend, bien la pensée qui a été défendue par les behavioristes, c'est l'entrepreneur lui-même, les caractéristiques qui sont liées à la personne qui est en train de mener l'action. Donc vous voyez, l'État, donc partant d'une action, d'une fonction, d'une capacité, d'une formation, arrivant tout simplement à quelque chose de matriciel, si on peut le juger ainsi, par honneur un peu aux mathématiques. C'est toute une matrice, un système matriciel qui rassemble l'esprit d'entreprise, la création d'entreprise et l'entrepreneur en tant que personne qui mène le projet. À la fin, pour un peu définir d'une manière très efficace l'entrepreneuriat, il s'agit de tout un processus qui rassemble 3 étapes fondamentales, bien sûr qui seront sujets de nos cours prochainement. La première étape, c'est la conception, c'est comment partir d'un besoin pour résoudre un problème, le mettre à table, le discuter comme idée, le transformer à une opportunité, le planifier d'une manière à passer à la deuxième étape qui est le lancement du projet. Et pour
lancer un projet, on doit être nourri de plusieurs choses, des attitudes déjà personnelles par rapport aux compétences, par rapport au potentiel, par rapport à la fixation des objectifs, par rapport à l'engagement et par rapport à la mise en œuvre réellement du projet de départ. Comment répondre à cet objectif? Sûrement par une bonne gestion, qui est la troisième étape dans le processus entrepreneurial, qui est très indispensable afin de gérer les ressources humaines, le matériel qui se trouve dans la structure commerciale, ainsi que les budgets de l'entreprise et les prochaines visions et tout ce qui est perspective de l'entreprise. Alors, tout ce que je viens d'aborder tout à l'heure, ce n'est que des mots-clés qui vont ouvrir beaucoup de fenêtres, de chapitres qui seront étudiés, soit durant ce semestre, soit prochainement en master 2, Inch'Allah, qu'on va développer tous ensemble. Donc, j'espère qu'à travers cette petite introduction en entrepreneuriat, vous avez pu vous mettre quelque part par rapport peut-être à la motivation que j'ai essayé d'exprimer à travers le cours pour vous inciter à s'investir fortement dans ce domaine qui va constituer pour vous un avenir agréable, un avenir qui est radieux pour un étudiant qui sera l'acteur de la société. C'est des notions que vous allez retrouver, comme je vous ai dit au départ, que ce soit sur le plan personnel, ça va vous forger, ça va vous apprendre beaucoup de compétences et ça va réveiller en vous beaucoup de potentiel, peut-être que vous avez déjà en vous. C'est pour ça que le module se forme d'ateliers. C'est pour réveiller justement ces compétences en individu. En deuxième lieu également, ça va vous servir sur le plan social, parce que être individu dans une société, nous sommes obligés d'avoir une valeur, nous sommes obligés de lisser notre empreinte. Comment la lisser? Bien sûr, à travers des actions qui ont de la valeur, qui ont de la collaboration, qui ont de la coopération et qui auront une empreinte réelle sur la société et sur la population par la réponse à leurs besoins d'une manière très efficace, gagnant-gagnant. Et en troisième lieu, c'est sur le plan professionnel, c'est de savoir comment prendre sa place dans le domaine professionnel, comment gérer, comment diriger, comment orienter, comment mettre en place des plans, comment répondre aux objectifs d'une manière correcte. C'est tout ça le message qui est véhiculé par l'entrepreneuriat. C'est pour ça que j'adore l'entrepreneuriat et je vous remercie pour votre aimable attention et je suis à votre disposition pour plus de renseignements. Merci à